Voici les titres de l'actualité. Rien ne va plus entre la Russie et l'Empire américano-sioniste. Le plan américain fonctionne à merveille au Moyen-Orient. Plus de lois, moins de liberté. Le combat anticlérical se poursuit au Québec. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'avril 2015 du Journal du Bonnet des Patriotes. Faisons un petit retour sur les événements qui ont eu lieu en début d'année. Rappelons-nous de la Révolution orange, dont les principaux acteurs étaient américains. Soros et compagnie, via des ONG, faisaient une pseudo-promotion de la démocratie. On avait pu d'ailleurs voir Bush venir en personne pour féliciter les heureux gagnants de la Révolution orange. Ça, c'était en 2004. Dernière photo souvenir avant l'arrivée du président américain. Demain, ils auront tous le privilège d'un entretien privé. On va dire à George Bush qu'il faut qu'il nous utilise pour aller démocratiser toute l'ex-URSS. La Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et bien sûr la Russie. C'est une chance unique de faire triompher la grande démocratie mondiale. Et on va le faire. L'entretien aura lieu à huis clos, mais le lendemain, George Bush fera de ces nouveaux révolutionnaires présents dans le carré VIP les vedettes de son discours. We welcome you. We thank you for your example, for your courage, and for your sacrifice. And the democratic revolutions that swept this region over 15 years ago are now reaching Georgia and Ukraine. Eventually, the call of liberty comes to every mind and every soul. And one day, freedom's promise will reach every people and every nation. And may God bless you all. 10 ans après, on est reparti pour le même scénario. Quand encore, on intègre cette fois-ci dans la recette une mouvance néo-nazie et une idéologie russophobe. Le parti nazi Svoboda a fait parler de lui depuis janvier dernier. La Russie annexe la Crimée, grâce à un vote non reconnu par l'Occident. Depuis, c'est l'Occident, avec les États-Unis en tête, qui livre une guerre de propagande sans merci contre la Russie de Poutine. L'Empire atlantiste trouve tous les prétextes pour s'attaquer à l'économie russe. Les Américains font des pressions sur toute l'Europe pour s'assurer d'une attaque commune des intérêts russes. Le plan de Brzezinski s'exécute à la perfection. Puis vient le coup décisif, qui aurait pu plonger l'Europe dans une guerre, un acte terroriste qui a tué les 300 passagers du vol MH17. Вот смотри. Сумки, документы, вон валяются до сих пор. Документ и перечень, что здесь лежало. Какие-то капельницы, смотрите. Чьи-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они, все это можно просмотреть. Не так оно все и лежит-то. Посмотрите, никто не трогает, так что, потому что это грех, никто за это не возьмется. Все оно лежит, как лежало, тогда так оно все и лежит на месте. It's 80 days since Malaysia Airlines MH17 came down here in the Donetsk region, close to Grabovo village. Les Américains ont tout de suite accusé la Russie d'avoir été derrière cet attentat, alors qu'ils n'avaient tout simplement aucune preuve à fournir. Le journaliste Andrei Karaoulov a tourné un document à ce sujet. Pour lui, c'est très clair, la destruction en plein vol du MH17 est l'œuvre des pro-ukrainiens. Selon lui, Poutine devait rentrer d'un voyage, et il était question d'abattre l'avion du président. Manque de chance pour Kolomoïski et ses sympathisants nazis, le pilote de l'avion présidentiel a décidé de prendre un autre chemin, c'est donc le MH17, qui aurait été pris pour cible. On peut remarquer effectivement que les couleurs de l'avion de Malaysian Airlines sont similaires aux couleurs de l'avion présidentiel, d'où la confusion possible pour des pilotes de chasse ukrainiens. Toute la situation politique actuelle correspond bien au but visé à travers les écrits de Brzezinski. Voici ce qu'on peut lire dans son ouvrage, Le Grand Échiquier. La géostratégie américaine en Eurasie devra donc faire face à ces forces perturbatrices. En Europe, certains signes témoignent de la fin de l'élan en faveur de l'intégration et de l'expansion. Les nationalismes européens traditionnels pourraient donc d'ici peu se réveiller. Un fort taux de chômage persiste, même dans les États européens les plus avancés, suscitant des réactions xénophobes, qui pourraient très vite entraîner la France ou l'Allemagne vers l'extrémisme.
et le chauvinisme, elle se pourrait même qu'une véritable situation pré-révolutionnaire soit en train de prendre forme. Le calendrier européen décrit au chapitre 3 ne sera suivi que si les aspirations de cette région à l'unité sont encouragées avec force par les États-Unis. Les incertitudes quant à l'avenir de la Russie sont encore plus grandes, et la perspective d'évolution positive assez sombre. Aussi est-il impératif pour les États-Unis de créer un contexte géopolitique favorable à l'assimilation de la Russie dans un cadre plus large de coopération européenne. Cela encouragerait l'indépendance et l'autonomie de ses voisins nouvellement souverains. Cependant, même dans ces conditions, la viabilité de l'Ukraine ou de l'Ouzbékistan, sans parler du Kazakhstan, qui manque d'homogénéité ethnique, resterait incertaine, en particulier si les Américains devaient être absorbés par de nouvelles crises intérieures en Europe, et l'autre par élargissement du fossé entre la Turquie et l'Europe, ou par l'hostilité toujours plus intense entre leur pays et l'Iran. L'assimilation de la Russie, on n'y est pas. Par contre, encourager l'indépendance et de l'autonomie de ses voisins, on y est. On a pu voir que le plan de paix, dont Merkel et Hollande se sont fait les porte-paroles, n'a pas fonctionné réellement. Pourquoi? Simplement parce que rien de tel n'est prévu par les États-Unis, qui à l'heure actuelle continuent à envoyer des troupes de façon massive aux portes de la Russie. Alors que la Russie ne peut envoyer de troupes en Arctique sans créer un vent de panique chez les Yankees. Bref, il semble que le monde soit dans une impasse. Les Américains ne s'arrêteront pas maintenant. Le complexe militaro-industriel est le moteur de l'économie américaine. S'il cesse de fonctionner, c'est le pays tout entier qui s'écroule. Les Américains sont face à une rivalité chinoise et mettent tout en œuvre pour conserver un dollar et une certaine hégémonie. Ils doivent tenir bon jusqu'à l'instauration du nouvel ordre mondial. Remarquons quand même que ce pays est en guerre depuis sa création. Dans les actualités des derniers mois, notons la progression de l'État islamique que rien ne semble arrêter. Ce groupe terroriste est passé de l'anonymat à la une des journaux en quelques mois seulement. Qui sont ces individus qui sèment la terreur au Moyen-Orient? Les autorités font un lien entre Al-Qaïda et l'État islamique. Résumons rapidement les éléments de base qui ont donné naissance à ce groupe. Tout d'abord, rappelons-nous des soi-disant rebelles qui combattaient le gouvernement de Kadhafi en Libye, reçu par Nicolas Sarkozy en 2011. La France, alors sous l'influence de Bernard-Henri Lévy, dit Botul, avait donc décidé de faire le sale boulot pour les Yankees et frappa la Libye. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Donc je crois qu'un Conseil de sécurité votant à l'unanimité une zone d'exclusion aérienne, je pense quand même que ce petit gang de mafieux entendra le message. Si ça ne suffit pas, en effet, malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Entre-temps, le gouvernement français finança ces fameux rebelles. La conséquence a été catastrophique pour le peuple libyen. Ensuite, les militaires français se sont retrouvés coincés contre une partie de ces mêmes rebelles au Mali, des rebelles qui fonctionnaient à la coke et qui se sont retrouvés dans un mouvement populaire contre Bachar al-Assad en Syrie. À ce moment-là, ils obtiennent de l'aide à nouveau de la France. Lorsque, en Syrie, il s'est agi de dénoncer l'utilisation d'armes chimiques, c'est la France qui l'a fait. Lorsqu'on a menacé, finalement ça n'a peut-être pas été possible à cause du comportement de tel ou tel autre pays, de frapper sur M. Bachar al-Assad, c'est la France qui l'a fait. Lorsque aujourd'hui nous disons qu'il faut mettre devant la Cour pénale internationale M. Bachar al-Assad, c'est la France qui le fait. Je vous dis aujourd'hui, c'est une nouvelle que je vous apprends, que nous avons des indications sur lesquelles il y aurait de nouvelles utilisations d'armes chimiques par le régime de Assad. Et toujours la France fait preuve de fermeté, comme nous avons fait preuve de fermeté en Iran,
comme nous faisons preuve de fermeté en Afrique. On parle alors de livraison d'armes. Il semblerait en apparence que cette bombe à retardement ait pu échapper à l'Occident, mais qu'en est-il réellement? On peut se poser la question. N'y aurait-il pas plutôt une volonté d'entretenir le chaos au Moyen-Orient au profit de certains? Une chose est sûre, il n'y a aucune volonté de l'Occident de se débarrasser de son joujou du moment. Regardons les faits. Cela a pris environ un mois aux États-Unis pour se débarrasser du régime de Saddam Hussein, accusé faussement de supporter le terrorisme, après les attentats du 11 septembre. Alors que cela fait presque un an que l'Occident combat supposément l'État islamique. Qui peut encore croire à ce genre de mascarade, surtout quand les États-Unis larguent des armes, soi-disant par accident à l'État islamique? إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه بعض المساعدات الأمريكية التي ألقيت للملحدين البككة. ذخائر، معدات عسكرية، معدات إضافية. هذه بعض الأسلحة العسكرية التي ألقتها القوات الأمريكية للأحزاب اليابجية واليابكية. هذه حشوة RPG. هذه القنابل التي ألقتها قوات أمريكية الأحزاب الكردية. الحمد لله، غنائم للمجاهدين. Un autre point qu'il faut soulever, c'est la complaisance de l'État islamique vis-à-vis de l'État d'Israël. Pas une fois, l'État islamique ne s'est attaqué aux intérêts sionistes. Ce qui est bizarrement le cas d'Al-Qaïda aussi. Évidemment, on pourrait parler de l'attaque malheureuse contre l'épicerie Hyper Cachir en France, durant la période de l'attaque contre Charlie Hebdo. Seuls les médias officiels font un lien direct avec l'attentat contre l'Hyper Cachir. Ils se basent sur une déclaration de l'État islamique. Sauf qu'on peut aussi imaginer que Koulibaly était l'idiot utile de l'État islamique, et que croyant être solidaire des événements de l'État islamique, il aurait été, ce que les autorités ont appelé, un loup solitaire, menant son propre combat, seul de son côté. Devant l'ampleur des meurtres en France, l'État islamique aurait pu alors revendiquer ces attentats. Sur ce seul fait, les médias officiels mettent alors le Hamas et l'État islamique, dans un seul et même panier. Il est évident que l'État islamique n'est en aucun cas un support au peuple de Gaza. Mieux encore, on a pu apercevoir des combattants de l'État islamique brûler le drapeau palestinien. Il est donc bien important de comprendre que le combat du peuple palestinien n'est pas le combat de l'État islamique. اخوتنا بالدولة لحد صار صلاح الدين. هاي رايتنا، وهذا اللي علقه هو المستفيد، هو اللي رمى بيناتنا، وكل نقطة دم برقبة كل امير وكل مسؤول وكل قائد عسكري. تفضل شوف. الله اكبر. Le rôle de l'État islamique est de déstabiliser le Moyen-Orient, tout ça avec la participation financière de quelques presses d'Arabie Saoudite et d'un soutien actif du Qatar. Rappelons que ces deux pays voyous sont des alliés de l'Occident que l'on n'ose jamais critiquer. Cela occupe aussi l'esprit des peuples occidentaux, pendant une période de crise économique aggravée, qui n'hésiteront pas à soutenir leur gouvernement dans la création de lois liberticides au nom de la sécurité nationale,
Ceux-là sont Charlie et ne se posent aucune question. On peut aussi imaginer que le moment venu, l'État islamique sous contrôle américano-sioniste se précipitera aux portes d'Israël, ce qui pourrait déclencher une guerre préventive israélienne qui respectera le Talmud à la lettre, puisqu'il est recommandé au peuple juif d'attaquer avant d'être attaqué. Ainsi Israël pourrait absorber d'autres territoires afin de réaliser enfin le rêve sioniste, la formation du Grand Israël, qui vivra verra. En attendant, on peut observer que toutes les méthodes barbares employées par l'État islamique contre leurs victimes ont été pratiquées par les tribus d'Israël, selon le code civil du Talmud, 2000 ans plus tôt. Mais ça c'est une autre histoire. C'est dans ce cadre, et cette ambiance malsaine, que le Canada s'est enfermé dans des lois de plus en plus liberticides. Le Canada n'est évidemment pas le seul État dans cette situation. Il semblerait que le coup d'envoi, soit le 11 septembre 2001, joli plan en perspective, pour restreindre les libertés des citoyens dans le monde occidental. Il faut d'abord faire une remarque importante, qu'aucun média ne fait. Sur le plan technique, le Canada n'est pas une démocratie, nuance, comme l'a fait remarquer notre collègue, Réal Domson dans son article. Le projet de loi C-639 n'est pas antidémocratique. Le Canada fonctionne seulement par un système de démocratie représentative. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que c'est un système politique, dans lequel le peuple exerce sa souveraineté, par l'intermédiaire d'organes représentatifs. Voilà ce qui facilite la mise en place de lois liberticides. C'est pour cela que dans la foulée des événements, et des attaques terroristes qui ont eu lieu au cours des derniers mois, on a parlé plus que jamais de la nouvelle loi S-7 pour donner, selon le gouvernement canadien, plus de pouvoir aux différentes institutions fédérales, qui pourront ainsi effectuer des arrestations préventives, dans le cadre du terrorisme, et donc de la sécurité des Canadiens. Qui fixera la limite de ce cadre et quelles seront-elles? Autant de questions qui soulèvent l'inquiétude. Sous prétexte de sécurité nationale, on assistera à la violation des vies privées. On peut très bien imaginer que cela serve à empêcher toute opposition politique du pouvoir en place. Le temps nous le dira. Comme le mentionnait Réal Domson, on a vu également la mise en place du projet de loi C-639, qui vise à criminaliser les manifestants. La manifestation étant un principe de démocratie, il est donc cohérent dans une démocratie représentative, qui peut parfois ressembler à une plutocratie, de voir ce genre de dérive. C'est donc Young qui veut criminaliser l'atteinte à une infrastructure essentielle, donc de punir, avec possiblement une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, quiconque empêche, interrompt, ou gêne l'emploi, la jouissance, ou l'exploitation légitime, d'une partie d'une infrastructure essentielle, dont fait justement partie le réseau routier, qui sert au transport. Comme le souligne notre confrère, Renard Léveillé, le fait déjà, de demander une autorisation de manifester, n'était déjà pas très démocratique. Toute manifestation qui gêne le pouvoir, peut, être donc tout simplement refusée. Pour couronner le tout, on apprend que le maire de la ville de Granby a décidé d'imposer un nouveau règlement. L'insulte aux policiers et autres agents, qui ont la main facile sur les contraventions, sera désormais considéré comme un acte criminel. Jusque-là, tout est clair. Rappelons-nous, des maires faisant pression pour imposer un quota de contravention minimum aux policiers. Comment les policiers vivent ça, l'existence de quotas? D'abord, ça existe. Là. Ça existe. Là. C'est très difficile. On n'a jamais eu autant de pression pour remettre des contraventions que présentement. Des policiers dans des postes ont été rencontrés 4 fois dans les 5 dernières semaines. Et la cerise sur le Sunday, on apprend que le service de police vient de donner un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour former les cadres comment mieux encadrer et motiver les troupes en matière de sécurité routière. Mais Raymond Chabot, on s'entend que c'est des comptables. Oui, ils connaissent rien à la sécurité. Les autres, c'est l'argent, c'est les revenus qu'on va récolter des tickets. Exactement, mais en bon français, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment faire en sorte que les cadres forcent les policiers à donner plus de tickets? Ça n'a aucun sens. J'avais un sergent dans mon bureau de circulation hier. Il dit, j'ai beau expliquer à mes boss là, que mes polices, ils en ont donné juste 11, 12 ou 13 quand le quota est 17 ces derniers jours, parce qu'il y avait de circulation près du pont à faire, parce qu'il y avait des activités policières à faire. Mais on me dit, il faut quand même qu'ils donnent les quotas. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, qu'est-ce qui sera considéré comme une insulte? Jusqu'où pourra-t-on pousser la critique du corps policier de la ville? Voilà encore l'exemple d'un règlement liberticide, qui a pour seul but de museler la parole des opposants. Grâce à ces lois et règlements, c'est la liberté d'expression qui en prend un coup. Faisons un exercice simple. Prenez toutes ces lois, et mettez-les dans un autre contexte. Vous obtenez la notion même de dictature. Dans ces dictatures que les gouvernements occidentaux critiquent,
On arrête les opposants politiques de façon préventive, on interdit les manifestations et criminalise les manifestants, et ceux qui s'en prennent aux gardiens du pouvoir, en les insultant, ont le droit d'être jugés. Au fond, les terroristes qui sont contre les valeurs démocratiques doivent bien rire. Ils assistent à un événement historique, la suppression des libertés des peuples d'Occident. Après les attentats du 11 septembre 2001, on peut se demander si ce n'était finalement pas le but réel. Pour terminer au Québec, nous parlerons de cette affaire qui dure maintenant depuis quelques années. C'est le mouvement laïque, ainsi que le citoyen Alain Simoneau, ex-membre du mouvement laïque, qui porte plainte contre le maire de Saguenay, Jean Tremblay. Que reprochait-on à M. Tremblay? De simples prières avant les assemblées, et M. Tremblay vient de perdre sa cause devant la Cour suprême. On ne parle pas de gens qui se sont sentis floués dans leur foi, mais bien d'athées ne supportant plus le discours religieux. Beaucoup de gens se demanderont pourquoi. Mais pour répondre à cela, il faut déjà savoir à qui on a affaire. Le mouvement laïque n'est rien d'autre qu'une officine maçonnique, prônant une laïcité extrême descendant directement des Lumières. Échange d'informations avec la franc-maçonnerie. Le mouvement laïque québécois a été invité, le 7 janvier dernier, à assister à une conférence portant sur la place et le rôle de la franc-maçonnerie dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Monsieur Jean-Robert Agache, dirigeant de la franc-maçonnerie française, a pris la parole à cette occasion. Il a souligné notamment que le respect absolu de la liberté de conscience individuelle et le combat pour la laïcité sont prioritaires pour les francs-maçons. Suite à cette assemblée publique, une délégation du MLQ a rencontré M. Jean-Robert Agache et un membre de la loge québécoise, le Maillon Laurentien. Des échanges d'informations seront renforcés avec la loge Le Maillon Laurentien, qui compte apporter, dorénavant, un appui moral concret en plus de l'adhésion de nouveaux membres au mouvement laïque. En France, les francs-maçons sont membres à part entière du Comité national d'action laïque, qui regroupe toutes les organisations défendant la laïcité. Écrit par Yvan Perrier, bulletin du mouvement laïque 1990. On pourrait remplacer aisément le mot laïcité par anticléricalisme, car il ne s'agit pas au fond de demander aux gens de garder la religion chez eux. Le cardinal Ouellet avait déjà compris cela. On ne peut pas se tromper sur le mépris de ces gens, vis-à-vis des croyants. Daniel Baril, militant des Lumières, à la botte de la maçonnerie disait l'humanisme athée est éthiquement supérieur à la morale des croyants. Voilà quel genre de personnage dirige le MLQ. D'ailleurs, les croyants devraient souhaiter la mort au plus vite, puisque le paradis pour l'éternité les attend. Alors, il y a beaucoup de préjugés à l'égard de l'athéisme, mais j'en ai entendu encore un pire. Et c'était une théologienne, collègue de Boer, qui dit que le manque de culture religieuse peut rendre fou. Je le cite mot à mot. Alors, c'est pas rien, là. Alors, on a quand même des choses à rectifier. Il y a beaucoup de choses à rectifier. On comprend bien donc qu'il ne s'agit pas d'une simple prétention au respect des autres croyances, mais bien d'un combat anticlérical, et pour l'athéisme. Pour comprendre ce qu'est la laïcité, il faut comprendre d'où elle vient. Elle est née durant le siècle des Lumières. Des personnages au Québec ont œuvré dans ce sens, comme Arthur Buis par exemple, qui travaillait au sein de l'Institut canadien, un organe de propagande anticléricale, travaillant avec la franc-maçonnerie, et qui regroupait des intellectuels libéraux canadiens français, dont la seule bibliothèque contenait uniquement des livres issus des Lumières. Arthur Buis a été journaliste, polémiste, écrivain. Il va marquer la scène littéraire québécoise au 19e siècle. On dit de lui qu'il a été l'un des esprits les plus critiques du Québec à cette époque-là. Libéral, un brin anticlérical. Ce que cache la laïcité, c'est l'humanisme des Lumières, avec l'homme au centre de son univers. La laïcité, c'est un anticléricalisme extrême, dont la franc-maçonnerie a fait son combat principal. Pourquoi ce combat? Car la religion est un frein au libéralisme sauvage. En détruisant le catholicisme, on détruit ses valeurs morales et c'est son frein à l'usure. Pour faire de bons consommateurs, il faut des athées. La laïcité au Québec a donc été anglo-saxonne à la base, puis a tranquillement été parrainée par la franc-maçonnerie française. Le mouvement laïque au Québec est un autre organe de propagande, parrainé par la franc-maçonnerie, et donc par le Grand Orient de France, avec qui les frères de loge du Québec entretiennent des liens étroits. Quand il s'agit de parler de laïcité, voilà le combat de ceux qui attaquent au nom de la laïcité. Le combat du MLQ, c'est le combat de la franc-maçonnerie internationale, peu importe les obédiences. Je vous remercie de nous avoir suivis.
Rendez-vous à la prochaine édition du Journal du Bonnet des Patriotes. À bientôt, et n'oubliez pas de nous rendre visite au www.lebonnetdespatriotes.net.